Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. L'Afrique, c'est un continent, mais ça nous appartient tous. Il faut qu'on arrête maintenant de mettre plus les différentes les frontières pour dire les Togolais, les Béninois. Nous sommes tous des Africains fiers de l'être. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi, C'est midi, c'est maintenant. on s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Un groupe musical tradimoderne Godier, créé dans les années 2000. Ils nous viennent de la région de Boclé, précisément dans les départements de Fresco et Sassandra. Alors si vous nous suivez depuis Sassandra, Fresco, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Merci beaucoup. C'était la danse au Kolou. Danse traditionnelle du peuple, Godier. Godier, oui. Comment on dit bienvenue en Godier? Ayayoka. Ah, c'est un peu comme le béton. Ouais. Ayayoka. Ayayoka Boloya. Vous êtes Constant Kragbé. Oui. Constant Kragbé, agent de bureau, fondateur de la troupe Colitronique. Alors, comment cette troupe est née? Bon, cette troupe est née, on va dire, dans les années 90. D'abord, à la base, nous sommes Zougou. 90 ou 2000? 90. Parce que moi, j'ai reçu l'information selon laquelle, officiellement. Ouais, officiellement. Voilà. D'accord. On était à la base Zouglou et puis après, bon, ben, on a été influencé par la musique traditionnelle. Pourquoi ce basculement? Bon, il y avait tellement assez de personnes dans le Zouglou. Donc, il fallait quand même qu'on ait une identité culturelle.
C'est cela. Nous, sur les Godiers, donc, on a choisi le groupe Colutronique. Même si le Zouglou constitue également Voilà, une de nos identités tout à fait. culturelles. Ouais, tout à Et fait. là, il fallait valoriser la culture Voilà, Godier. Godier, ouais. Vous faites bien. Alors, vous êtes là pour parler d'un concert qui aura lieu à la Locodrome de Yopougon le dimanche 28. Oui, c'est un événement de taille pour nous. Voilà. C'est du côté de Yopougon, à la Locodrome le 28 mai, un dimanche. C'est à partir de 18h. À partir de 18h, ça sera quoi le contenu de cet événement? Il aura vraiment une très belle couleur de Colutronique, c'est-à-dire la danse, les percussions. On aura aussi des musiciens, parce que le Colutronique, ce n'est pas que les percussions. Il y a aussi des musiciens qui sont là. Voilà, donc ce jour-là, on va faire la différence entre le Colu et le tronique. Mais ça sera un assemblage, en fait. Voilà. Le Colu et le tronique. Voilà. Bon, deux musiques qui font deux musiques de styles différents, mais qui s'apparentent, en fait. Et qui peut participer? Tout le monde. Tout le monde peut venir. Voilà, tout Même le monde philo. peut venir. Même philo. Parce que Êtes-vous sûr de pouvoir le supporter? Oui, mais pourquoi pas? Sûr, hein? Très sûr. D'accord. Très Il y sûr. sera. Voilà. Il y sera. Et là, on profite pour appeler tous les peuples Godiers, c'est-à-dire les Godiers de Sassandra, de Guéyo, de Lakota, et puis tous nos frères Dida, Bakoué, en tout cas tous ceux qui sont de chez nous là, qui viennent ce jour-là au concert, on va s'amuser, on va communier musicalement en Colu et tronique. C'est très bien. En tout cas, merci de valoriser de la sorte notre culture et nos traditions. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Je rappelle que l'événement, c'est le dimanche 28 à la Locodrome de Yopougon, Niangon, à partir de 18h. Il y aura donc un concert et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous en avez eu un bref aperçu. Et c'est sûr que vous allez vous éclater, vous amuser et vous enrichir à la sève de notre tradition. Je ne suis pas seule sur ce plateau, bien évidemment. L'équipe du mardi est là. Aujourd'hui, c'est mardi. Ils sont tout beaux. Laurent Monti, ça va? Tout va bien? Ça va très bien, Caroline. Et si vous permettez, vraiment, je vais prendre le temps de saluer tous les étudiants de Côte d'Ivoire parce qu'ils nous suivent, ils nous soutiennent. Et surtout, saluer toutes les associations qui œuvrent bien-être des étudiants, notamment, ils sont là dans le public Ulig Pro. Ils organisent un tournoi de foot et c'est super. Ils mettent en avant les étudiants. C'est parfait. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment elle va, la reine? Ça va très bien. Carole Kwasi. Bon, est-ce qu'on peut l'applaudir? J'ai décidé de marcher dans vos pas aujourd'hui parce que vous êtes promotrice d'un grand spectacle qui met en lumière le talent des femmes et tout ça. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui d'honorer un jeune talent, l'atelier Sephora, qui a décidé de me transformer en petite perle qui sort de sa coquille. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop bien. Et moi, je ne sais pas qui a conseillé Dr Silo aujourd'hui, avec cette tenue bigarrée. C'est affublé encore une fois. Il m'a demandé s'il était un accoutrement atypique. Quand je suis arrivé, je lui ai demandé si j'étais bien habillé. Elle m'a dit oui, je suis bien habillé. Sinon, j'allais me changer. Qu'est-ce que je pouvais dire? En fait, c'était pour éviter de vous frustrer. Vous connaissez Carole, elle est gentille. Non, mais avec ce qu'on vient de voir avec les Bakoué, il faut pérenniser sa tradition. Et moi, je le fais chaque fois. Je pérennise la tradition vestimentaire qui m'est propre. Et je suis très heureux d'être habillé comme ça. Et c'est une tenue qui lutte contre l'anxiété, la dépression. Quand vous vous habillez comme ça, avec un chapeau de malhonnête, vous êtes... Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. Vous l'avez dit, on parle aujourd'hui d'anxiété, de santé mentale. Face à certaines situations jugées dangereuses, il est tout à fait normal d'éprouver de l'angoisse. Mais lorsque l'anxiété s'intensifie au point de perturber la vie quotidienne, il faut rapidement en parler avec un professionnel de la santé mentale. Après avoir surmonté l'anxiété chronique, Hussein El Kayat aide maintenant les plus vulnérables et à s'en sortir plutôt. Bienvenue dans C'est Midi Grand Angle. Vous l'aurez certainement compris, nous parlerons de santé mentale et d'action sociale. Alors restez concentrés parce que c'est midi. C'est midi. Tous les mardis, le Grand Angle.
se nomme Hussein El Kayat. Il est ivoirien, d'origine libanaise, chef d'entreprise, fondateur, président fondateur de l'ONG Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire et enseignant spirituel. Tout de suite, son portrait avant de le recevoir en plateau. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Tout homme commence le monde et tout homme le finit, disait le poète allemand Achim von Arnim. Hussein Kayat, jeune entrepreneur ivoirien d'origine libanaise, s'évertue à sa manière à contribuer à l'émancipation de son pays en misant sur le capital humain. Pour lui, cela passe avant tout par un engagement dans la lutte pour la santé mentale des populations. Pour avoir été personnellement victime d'une crise chronique d'anxiété en 2019, Hussein a su jauger de l'impact que peut avoir la dépression ou l'instabilité mentale sur l'apport individuel des citoyens dans la construction d'une nation. Avec son ONG Désir d'avenir, il organise régulièrement des activités gratuites de sensibilisation et d'échange autour de thématiques liées à la santé mentale et au développement de l'être intérieur. Ce mardi, Hussein Kayat est l'invité du grand format de C'est midi avec Caroline Da Silva et son équipe du mardi. Je ne sais pas si vous êtes un féru de mode, mais je commencerai par vous demander de nous décrire votre tenue. Elle n'est pas très ordinaire. Allez-y, je vous écoute, Hussein. C'est un costume espagnol voilà, que j'ai acheté en Europe et que voilà, j'affectionne beaucoup. L'école un peu Mao. Voilà, et puis bon, la saison des pluies a commencé, il faut bien se couvrir aussi le cou. Hein. C'est cela. Il y a de la fraîcheur dans l'environnement. Est-ce que sa tenue a les mêmes vertus que celle du docteur Philo, anti-anxiété, non? Non, on fait des comparaisons comme ça, c'est pour m'humilier. Wow. Non, mais en plus, moi, c'est un rebelle. Moi, ce que je retiens, c'est que Philo est tout aussi bien couvert. Tout à fait. Et moi aussi, d'ailleurs. Ça pourrait être voilà. Alors, Hussein, parlez-nous de vous. Parlez-nous de l'environnement dans lequel vous avez grandi et vous-même, comment vous vous décrivez? Je me décris, je suis aujourd'hui un citoyen d'Afrique, un Ivoirien d'origine libanaise. Bon, mes parents sont nés en Côte d'Ivoire, mon père est né avant l'indépendance, en 1956. Ma mère également est née à Abidjan et c'est mon grand-père qui a immigré ici dans les années 30. Donc dans à peine 5-6 ans, l'histoire de notre famille va avoir 100 ans en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc c'est pour ça que je me décris comme un citoyen d'Afrique. J'ai grandi ici. Et puis vous savez, Caroline, on dit toujours que le pays dans lequel on a passé son enfance est le pays dans lequel on voudrait revenir et se réaliser. Et moi, certes, j'ai fait mes études en Europe, mais j'ai décidé de revenir ici parce que tout est à construire, tout est à faire. Le challenge aujourd'hui dans l'humanité, il se trouve en Afrique. Concernant mon histoire, je la fais ressembler beaucoup à l'histoire de la plupart des jeunes. Et ici, je constate que j'ai aussi... je suis entourée de personnes et je vois très bien que la plupart des jeunes ou des personnes qui m'entourent n'ont pas forcément grandi dans une cellule familiale comme on le voit dans les films papa, maman et puis 2-3 enfants. Quelquefois, on a l'enfant qui a vécu chez son oncle ou chez sa grand-mère. Alors moi, j'ai vécu avec mes 2 parents, mais mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et mes parents venaient de 2 familles assez fortes, comme on dit, qui sont des grandes familles. Et puis j'étais fils unique. Et donc j'ai subi le divorce en plein visage. Et puis j'ai grandi avec à 10 ans. À 10 ans. Donc c'est là où on commence à percevoir un peu la vie. C'est là où on a besoin de sécurité, qu'on a besoin de voir qu'est-ce que c'est la cellule familiale. Et puis vous savez, un fils est beaucoup attaché à sa mère. Et moi, c'est ma mère qui est partie. Elle est partie quand j'avais 10 ans parce qu'elle s'est séparée de mon père. Elle ne voulait plus vivre avec lui. Et donc... ça vous a foncièrement marqué? Oui, ça m'a foncièrement marqué, mais dans l'immédiat, je le reniais. Voilà. Parce que vous savez aussi, comme vous le savez, en Afrique,
on doit donner l'image d'un garçon assez toujours fort, qui ne pleure pas, qui doit grandir avec des schémas de combattants et tout ça, alors que à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a encore besoin de l'affection de sa mère. Et ma mère est partie. Et comment votre papa vous expliquait cette situation? Ben, mon père, il a très mal pris d'abord, parce qu'il était amoureux de ma mère. Et c'était pour moi le fait qu'il ne me parlait pas en mal de ma mère, mais on ne devait pas en parler. Alors que, parce que lui-même, il avait son propre traumatisme à gérer. Et c'est là où on voit ses parents s'affronter alors qu'on les aime tous les deux. Voilà. Et ma mère est partie, certes, mais elle ne m'a pas abandonnée. Parce que, certes, elle était plus loin, mais elle n'est plus dans la cellule où je vivais. Et alors, j'ai grandi étant moi-même quelqu'un de très cognitif. Ça veut dire que je me posais beaucoup de questions, comme la plupart de jeunes Ivoiriens ici qui sont également qui sont cultivés, qui sont curieux. Et quand on n'a pas de réponse, eh bien, finalement, si on n'a pas une forte personnalité, eh bien, si on a des aléas de la vie qui s'ajoutent, eh bien, on peut finir très mal sa vie. Merci beaucoup. L'entretien n'est pas terminé. Je voudrais tout simplement faire un clin d'œil à tous ces enfants de parents séparés ou divorcés. Vraiment courage à vous parce que nous savons tous que la situation n'est pas du tout aisée. Mais bon, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir, on en aura certainement avec notre très cher docteur Philo. Philo, il a son mot à dire, il a son opinion à donner dans cette émission, nonobstant tous ses détracteurs. Mon doigt me gratte comme ça. C'est du docteur Philo. C'est bon? Faut gratter en bas. Quand vous m'avez annoncé un coup là, ça commence à me gratter. Pas le vin, l'omoplate. Attends, je vais tout gratter. Bon, Monty, est-ce qu'on va s'en sortir? Le sujet, il est intéressant. Et de temps en temps, on suit un peu les interventions de notre invité sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui quand même, il est à la suite dans les idées. Et déjà, en même temps, on s'est dit que c'est quelque chose, souvent malheur. Bon, vous parlez de tous ces jeunes qui ont des parents un peu séparés, qui vivent des situations. Et parfois, ça les forge aussi. Ça les forge aussi. Et quelqu'un qui vient quand même apporter de l'aide aux plus vulnérables quant à pouvoir surmonter l'anxiété, cette peur d'affronter certaines choses. C'est très intéressant. Il faut partager. Souvent, nous, les Africains, souvent, quand tu es là, tu disposes de quelque chose, cet homme de talent, tu gardes ça jalousement. Et vous venez, vous aidez les gens à travers les réseaux sociaux. Je vous suis des fois à travers les réseaux sociaux. La première fois, je vous ai suivi, j'ai dit, ah, lui là, il parle beaucoup. Hein. J'ai dit, mais sa bouche est comme ça. Mais c'est bon, c'est de bonnes guerres. Et en même temps, je vais dire que vous parlez de jeunes. Aujourd'hui, on est dans un monde où vraiment, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. On en a besoin. L'anxiété, ces histoires. Même moi, mec, qui suis assis là, je suis anxieux. Et je dis... Ça se sent. Oui, mais je lutte contre ça. Le problème, c'est de lutter contre. Chaque jour, de lutter contre. Aujourd'hui, quand il y a de la manière, je suis habillé avec ces couleurs, il y a des gens qui vont quand même se sentir, ça va les libérer un peu à la maison. Quand ils voient Philo, quand ils voient Caro, souvent on nous interpelle. On dit non, vraiment, souvent on est là, on est qui est la vie. Mais quand on vous voit, on est heureux. Parce qu'on distille de la bonne vie. Nous, à notre manière, c'est notre manière de contribuer à cela. L'évolution de la société, pour que les gens se sentent à l'aise. Vous voyez un peu, pour que les gens se sentent à l'aise. Sinon, quand il est habillé, quand il est rentré, d'autres disent, c'est votre problème. Mais moi, si je suis à l'aise dans ma peau, je suis à l'aise dans ce que je suis, mon être est moi-même, c'est le plus important. Et aujourd'hui, il y a trop de problèmes sur la télé. Les gens ont besoin de ces personnes dans ces... Je ne sais pas si vous êtes un coach, je ne sais pas si vous êtes un guide, je ne sais pas si vous êtes un aumônier. En tout cas, tout ce que vous faites, en tout cas, pour enlever les uns et les autres dans ce genre de problème-là, de tremplin, en tout cas, c'est très important. Et nous, on fait déjà notre part et on essaie chaque jour que Dieu fait à travers la bonne humeur. Je me suis même fait appeler ici, je crois, le prisonnier de la joie. Qui va être prisonnier? Mais le mot joie qui est à côté là, ça vient compenser cette histoire des prisonniers-là. Et nous, on fait pour nous chaque fois. Et vous, quand vous venez, quand vous apportez aussi votre contribution, c'est important. Merci. Voilà. Merci infiniment, docteur Philo. Bon, on n'oublie pas que même s'il y a des gens aussi, quand ils nous voient, ils ne sont pas contents, parce qu'il y en a. Oui, on en voit souvent. Une que le monsieur m'énerve. Moi, je n'avais pas encore croisé, en fait. Oui, il y en a. Ah bon, hein? Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Non. Nous, parfois, spirituellement, parfois,
Je peux même en trouver dans ce public-là. Monsieur, venez me voir. Merci, Philo. Alors, Hissène, vous avez, pendant un moment de votre vie, souffert d'anxiété chronique et de troubles obsessionnels, on va dire compulsifs. De quoi s'agit-il exactement? C'est les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, est une maladie de l'anxiété. Alors, il faut savoir que moi, j'ai grandi, voilà, j'ai grandi dans ce, comme on le disait tout à l'heure, avec l'esprit d'un enfant divorcé qui voit ses parents se chamailler, et puis voilà, qui regarde sa mère avec insécurité parce que son père ne l'aime pas, et qui regarde son père avec insécurité parce qu'il est haï d'un côté. Et puis, vous savez, le corps n'oublie rien. Parce que quand vous blessez votre corps, vous avez une blessure. Mais l'âme peut être blessée. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Mais le corps n'oublie rien du traumatisme. Et moi, j'ai grandi ensuite après avec une belle-mère. Vous voulez comparer les deux douleurs? Oui, la blessure de l'âme et la blessure physique, voilà, qui est visible. Qui est visible, mais l'autre est invisible. Elle est invisible. Mais aujourd'hui, avec bien évidemment les études scientifiques de grands neurologues et neurosciences et de psychiatres, il commence à comprendre comment le cerveau se modifie, sa structure chimique se modifie quand on fait face à un traumatisme. Et le traumatisme peut être une séparation, un abandon, un échec professionnel, la perte d'un proche. Et l'accumulation, quelquefois, peut engendrer ce qu'on appelle de grandes maladies de l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est même l'accumulation du stress. Pour nous qui sommes dans les médias, je veux dire, c'est du stress au quotidien. La vie aujourd'hui à Abidjan nous amène à être des grands stressés. Exactement. Parce que le temps, il faut respecter le temps, il faut respecter les engagements. Et puis la social life, c'est-à-dire la vie sociale également, répondre présent quelquefois dans de nombreux présents, ça peut engendrer beaucoup d'anxiété. Alors, si Caroline, vous êtes avec moi dans une voiture et que je roule à 150 km à l'heure, vous aurez de l'anxiété, c'est normal. Absolument. Mais l'anxiété ne devient pas normale quand elle s'installe de manière chronique. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, vous savez, je ne vais pas revenir sur l'épisode de ma vie, mais grandi aussi avec une belle-mère où les rapports n'étaient pas forcément toujours de bon augure. Et puis après, vous savez, quand on est un peu plus proche de la maman, le père n'est pas content. Et tout ça, ça engendre des chocs. Ça engendre des chocs émotionnels. Et moi, mon cerveau, pour se protéger, eh bien, il a développer ce qu'on appelle un mécanisme de défense qui était les TOC. Ça veut dire que je soulageais ma peur en, par exemple, ayant des rituels de propreté, en comptant les choses. C'était la manière de mon cerveau de me protéger. Il y a d'autres... On veut en savoir un peu plus sur cette méthode. Voilà, les TOC. Les méthodes que vous aviez. Vous avez dit en étant propre. Voilà, c'est-à-dire le TOC, c'était maniaque, en fait. Voilà, maniaque. Quelqu'un qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, il va se laver les mains à chaque occasion, par exemple. Ou bien il va avoir des rituels de comptage. Ou bien le soir avant de se coucher, il va recompter tous les livres de sa bibliothèque. Et ça, quand il le fait, ça calme son anxiété. Mais le piège est où? C'est que juste après, ça revient encore. Et il faut avoir d'autres rituels. Ce qui fait que la maladie s'installe de plus en plus. Et moi, ça avait commencé, ça venait comme un engrenage. Et moi, ça avait commencé depuis mes 21 ans, mais ça s'installait tout petit, tout petit, tout petit. Et puis, ça s'est déclenché de manière tellement forte en 2019 que j'ai dû appeler à l'aide. Est-ce qu'au départ, vous saviez que c'était une maladie? Non, non. C'est le déni. C'est comme je n'ai jamais accepté la séparation de mes parents. Je n'ai jamais accepté l'abandon. Et donc, je reniais, je refoulais les propres sentiments et les propres émotions que j'avais. Je n'avais peur de les affronter. Et donc, vous savez, une personne qui réagit par des TOC se cache aussi pour faire ses rituels. Quel était votre comportement en dehors de la cellule familiale? Lorsque vous vous retrouviez, par exemple, avec des amis, à l'école? J'ai eu une vie où, je vous dis, à 21 ans, j'ai fondé une ONG qui est aujourd'hui d'utilité publique. Donc, ça n'empêche pas d'avoir une vie de côté. Mais c'est très fatigant. Ça veut dire que installer ces rituels vous bouffe de l'énergie, fait en sorte que vous ne pouvez pas avoir une vie sociale convenable. Et puis, il n'y a pas beaucoup de compagnons qui vont... Si vous partagez votre vie avec quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont supporter ça, cette attitude maniaque. Donc, indirectement, c'est paralysant. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de jeunes et de beaucoup de personnes. Moi, mon anxiété s'est exprimée. Je ne sais pas si vous répondez à ma question. Oui.
Ça a été quoi, on va dire, la réaction de votre entourage? Et surtout, vous, comment vous vous comportiez? Vous arriviez quand même à masquer, on va dire... Jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, voilà. D'accord. Oui, et je vivais seule, de toutes les façons, à partir de 24 ans, et j'arrivais à les cacher, même si ils voyaient que, voilà... Il y avait un dysfonctionnement. Un petit dysfonctionnement dans mon retrait, mais je restais totalement productif, parce qu'il faut savoir qu'on peut vivre avec l'anxiété, mais sauf que ça paralyse la vie personnelle de la personne. Est-ce que ça a eu des répercussions sur vos études? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout, puisque à la fin de mes études, c'est là que les TOC commençaient à s'installer, à partir de 21 ans. À quel âge vous avez eu votre première petite amie? 18 ans. À 18 ans. Et c'était comment vos rapports avec elle? Extrêmement conflictuels. J'avais peur de reproduire. Non, je n'avais pas du tout confiance, justement. Et pour moi, le fait d'être en couple était synonyme de souffrance. Et vous aviez toujours peur qu'elle vous quitte comme votre mère a quitté votre père? Exactement. 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 À quel moment vous prenez donc conscience que ce que vous vivez est une maladie et vous décidez de trouver de l'aide? En 2019. D'accord, allez-y. En 2019, par un déclencheur, par un événement qui s'est passé, eh bien, je constate que mon anxiété qui est passée de l'échelle de 2 est montée jusqu'à l'échelle de 8. Et là, je me dis que forcément, il y a un problème. Et donc, l'anxiété ne partait pas, même quand je réalisais mes TOC. C'est-à-dire, même quand je faisais mes rituels, l'anxiété était toujours présente. Et là, étant quelqu'un quand même qui ne veut pas sombrer dans l'alcool ou dans la drogue ou bien être addict à quelque chose d'autre, eh bien, j'ai pensé que comme je suis quelqu'un d'extrêmement littéraire, eh bien, j'ai cherché en ligne et j'ai trouvé une thérapeute ici en Côte d'Ivoire. Et ça a été pour moi la rencontre la plus déterminante dans mon processus de guérison parce que je me suis très bien entendue et j'ai commencé à comprendre en fait les pensées intrusives, j'ai commencé à comprendre la souffrance que j'avais et j'ai commencé à comprendre c'est quoi le mécanisme du TOC. Eh bien, dès que vous commencez à vous désidentifier déjà, vous mettez une limite entre vous et ce que vous souffrez, bien déjà, vous commencez à prendre conscience. Bien évidemment, au stade où j'étais, il fallait prendre un médicament parce qu'il fallait combiner, certes, une thérapie, mais également avec une médication. Et c'est ce que j'ai fait sur une courte durée. Et ensuite, après, j'ai suivi un processus où moi-même, j'ai voulu aller plus que la compréhension des TOC, mais j'ai voulu comprendre mes émotions et trouver la paix intérieure. Et c'est ce chemin qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le fait de prendre conscience qu'on est malade est déjà un bon début pour la guérison? Oui, oui. Et c'est l'étape que beaucoup de personnes ne veulent pas franchir. Parce que, bon, comme vous l'avez dit, ils demeurent dans le déni. Ils demeurent dans le déni et parce qu'ils écoutent les préjugés. Bon, moi, quand je suis allée voir mon père en 2019, je lui ai dit « Papa, je ne comprends pas, j'ai toujours peur de quelque chose, mais il n'y a rien, je suis là, mais il n'y a rien. » Il me dit écoute, ça, c'est pas mon souci, arrête, moi, je ne comprends pas, sois fort, hein. Ça, c'est les trucs de faibles. Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Parce que lui-même, il ne connaît pas. Et la société dit que ceux qui souffrent de maladies qu'on ne voit pas sont assimilés à de la folie. Alors que ce n'est pas de la folie puisque je suis extrêmement conscient. Mais c'est juste que je ne mets pas de mots. Et puis il faut savoir que c'était difficile de trouver un thérapeute. C'était très difficile de trouver un thérapeute en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, vous restez toujours. C'est tellement édifiant. Tout à fait. Je suis sûre que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que nous disons. On va rapidement partir pour le Publiscope. Carole Kouassi. Ok, on part pour le Publiscope. Eh bien, on parle de maladies de santé mentale, on parle d'anxiété. Il était important aussi de parler de dépression parce qu'apparemment, ça se ressemble un peu. Donc, c'est de vraiment accepter que les personnes qui en souffrent puissent en parler. Il faut créer un cadre pour que les gens puissent en parler et tout. Et je vous laisse découvrir à travers cette mise en scène. On y va. Publiscope avec Carole Kouassi. Allô, ma chérie. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? S'il m'a dit
Pardon, ma chérie, mais je suis juste à côté, je venais chez toi, je t'entends pleurer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Silas s'est marié. J'ai vu sur Facebook qu'il s'est marié, ma chérie. Il s'est marié. S'il te plaît, ma chérie, dis à ma mère, dis à tous mes amis, tous nos proches que je les aimais. S'il te plaît, je veux me donner la mort, je veux me donner la mort. Calme-toi, s'il te plaît, j'arrive. Priska! Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Arrête ça! C'est quoi tout ça? Tous ces médicaments? Tu vas te tuer pour un homme, ma chérie. S'il te plaît, ne fais pas ça, lève-toi. Je sais que c'est difficile, mais vraiment, pardon. Je te demande pardon, ma chérie. Lève-toi, viens avec moi. Si j'avais fait ça. Yako. Qu'est-ce que je vais devenir avec mon bébé? Qu'est-ce que je veux faire? Avez-vous déjà été touché personnellement par la dépression? C'est la question du jour. J'ai déjà vécu une dépression post-partum. J'étais découragée de tout au fait. Parfois même, je me disais que j'avais l'envie de renoncer à presque tout, même à mon bébé. Je me disais que j'aimerais fuir, laisser tout, partir, abandonner. Mais quand même, j'ai eu beaucoup de soutien venant de ma belle-mère, de ma maman. Donc, ça m'a beaucoup aidé, franchement. La dépression, je l'ai vécue quand j'étais encore au collège. Il y avait mes camarades de classe qui se moquaient de moi. Mais c'était donc, j'avais un peu peur, j'étais réticente, je me suis renfermée sur moi-même. Donc j'étais devenue un peu bizarre à la maison, on me demandait qu'est-ce qui se passait, j'ai expliqué, ils m'ont donné les conseils, tout et tout, que non, que je ne dois pas écouter l'avis des autres, que je dois avoir confiance en moi-même. Pendant le Covid-19, la société qui m'a embauché a décidé de nous compresser, la majorité. Bon, on a mal pris ça parce que quelqu'un qui paye sa maison à 50 000 et puis aujourd'hui, il a été renvoyé. Vous voyez. Donc, il ne sait pas où aller. On est obligé d'aller au village, pêcher un peu pour revenir après le Covid. C'est comme ça. C'est que on était victime des moqueries, qu'ils étaient à Abidjan. Maintenant, ils sont quittés à Abidjan, ça ne va pas, ils sont au village, ils sont venus pêcher encore. Tu vois, tout ça là. Quand tu attends ça là, c'est frustrant. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Carole n'est jamais loin avec son micro. Jamais loin avec mon micro. Donc voilà, en fait, il faut en parler. C'est ça, parce que comme l'invité disait, généralement, on a l'impression que ces personnes-là sont folles ou quoi que ce soit. Il faut pouvoir être à l'écoute. La dame, elle parlait tout à l'heure de la dépression postpartum. Ici, on se dit qu'une femme qui vient d'accoucher, elle doit être forte, elle doit être brave. La femme africaine, c'est ça. Pourtant, ces cas-là sont légion, en fait. Et les gens n'arrivent pas à en parler à cause du jugement des gens. Donc, il faut être à l'écoute des autres et puis les aider à sortir de ces états-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le processus de guérison chez vous a pris combien de temps? C'est le processus immédiat, c'est-à-dire dès qu'on commence le traitement, la thérapie, il faut dire à peu près entre 6 mois et 1 an. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis totalement guérie de récidive parce que je pense que j'ai touché la racine de mon mal-être. Et vous savez, donc à peu près 1 an, pour répondre à votre question. Si je peux aller un peu plus loin pour réagir un peu à ce qu'on regardait là. Mais à quel moment on prend conscience qu'on est véritablement guéri? Je veux dire, on peut croire qu'on est guéri, mais quand même, il peut y avoir des déjà cette maladie par moment. Dans le cadre des symptômes, dès qu'on voit que toutes les tocs ont disparu me concernant, mais dès que quand même on commence à ne plus s'identifier à ces pensées-là de peur qu'on a. Et lorsque aujourd'hui on accepte la souffrance comme étant un processus d'élévation. Vous savez, Caroline, s'il y a bonheur, joie et amour, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait également échec, peur et souffrance. Donc le volet spirituel est très important. Vous savez cette dame-là, cette dame dont on a vu le petit reportage, si elle savait que le bonheur ne se trouve jamais à l'extérieur de soi, il est intérieur à nous, elle n'aura jamais besoin de se mettre dans cet état pour n'importe quelle rupture ou abandon. Mais pour prendre conscience de ça, il faut être moins identifié à l'ego, ce que moi-même j'étais, parce que j'avais un fort ego. Je n'acceptais pas d'avoir de l'anxiété, je n'acceptais pas d'être enfant, d'être loin de ma mère. Et je reniais toujours et je faisais face à la vie,
alors que je devais faire un avec la vie. Merci infiniment. L'échange n'est pas terminé. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de votre engagement social et humanitaire. On part pour l'instant pour la pub. À tout de suite. Merci. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Monsieur Connery rit aux éclats et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155 étoile 3 étoile 1 dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes en direct sur RTIA. L'émission, c'est Midi. Nous sommes toujours avec notre invité, Hussein El Kayat, qui a souffert d'anxiété chronique et de troubles obsessionnels compulsifs. Il en est guéri et il a décidé d'aider les autres. Raison pour laquelle il est le président fondateur de l'ONG Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Et également est enseignant spirituel. On en parle, on parle de cette mission, de la mission de l'ONG et de ses activités. Oui, bien sûr, parce que vous savez, même quand que vous souffrez de troubles anxieux, il faut se soigner et ça coûte très cher. Vous savez, l'assurance ne prend pas en charge les thérapies chez un psychologue, il n'y a aucune assurance qui couvre ça. Et une séance, c'est minimum chez un professionnel 30 000 francs, sachant qu'il vous faut 2 séances par semaine pendant 6 mois. Vous faites comment? Moi, j'avais la chance d'avoir de l'argent. Mais combien n'ont pas cette chance-là? Ces personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables. Qui ont du mal à avoir les 3 repas par jour et qui souffrent au quotidien. Et payer 30 000 francs, c'est quand même, ça peut être la moitié ou le quart d'un salaire de quelqu'un. Et c'est pour ça que je sais qu'il faut de l'argent. Et vous savez, il y a une des choses qui m'a beaucoup aidé également, c'est que j'étais productif, c'est que j'avais un travail. Et je suis conscient et je sais que même si vous êtes en souffrance, le fait d'avoir un travail est valorisant pour vous et vous permet de ne pas tout le temps être assis et d'écouter votre cerveau qui est malade et qui vous fait ruminer de penser, de penser, de penser. Négatif. Négatif surtout. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de donner le poisson, d'apprendre à pêcher, c'est-à-dire de faire suivre des formations à ces personnes vulnérables et ensuite de les réinsérer dans le tissu économique. Bien évidemment, comme nous allons peut-être le parler tout à l'heure, je organise une conférence ce samedi, toujours pour l'écoute, le partage. Franchement, parce que c'est pas sûr qu'on ait encore le temps. D'accord. Alors, j'ai aussi remarqué que, par exemple, ailleurs dans le monde, vous savez, dans les pays occidentaux ou même au Japon, au Brésil, il y avait ce qu'on appelle des séances d'écoute. Ça veut dire des personnes, que ce soit même des parents ou des cadres ou des enfants, ils viennent et ils échangent de leur expérience. Et en fait, le fait de se savoir que vous n'êtes pas seul à vivre ça, qu'il y a d'autres personnes qui, même certes, on puisse s'en sortir ou pas, ou sont dans le processus, ça vous aide. Et c'est extrêmement important. Et cette conférence, le samedi, elle s'adresse à tout le monde, à ceux qui sont curieux, à ceux qui voudraient écouter une autre parole. Bien évidemment, nous allons sensibiliser sur la maladie mentale, mais également donner des ressources internes afin d'affronter et d'accepter ce qui est en ce moment-là. Et c'est gratuit? C'est gratuit et c'est au plateau, à la Chambre de commerce, à l'auditorium, de 9h à 11h. Qui peut venir? Tout le monde. Tout le monde. Moi, en tout cas, tous les curieux. J'en ai besoin parce que... Tous les curieux. Je ne sais pas si je suis tombé dans l'assurance, mais j'ai failli, heureusement qu'on vous voit sur le plateau, j'ai fait acheter un téléphone de valeur de 2 millions. Je t'ai donné à une fille que j'ai rencontrée il y a seulement que 4 jours.
Et je me dis que pendant que, voilà, moi-même, j'ai des soucis de carburant. Donc, je me dis que j'ai besoin quand même... Il doit y avoir un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui vous poussait? La dépendance. Qui vous a poussé à acheter C'est l'amour. téléphone? La Non, ça peut être l'amour, c'est un homme marié. Lui, il est le professionnel. Oui, là. La dépendance affective, attirer l'attention. Bon, je ne sais pas si c'est... Elle met les mèches rouge. Je ne sais pas si c'est la première. Oui, alors, oui, Caroline, si vous permettez, pendant la pub, il y a M. Ben Koné et son équipe de Ulig Pro qui ont posé une question à savoir, puisqu'ils aident beaucoup les étudiants dans le domaine du sport. Ils veulent savoir, en fait, quel est le rôle du sport, quel rôle peut jouer le sport dans le processus de guérison. Et puis, une deuxième question, si vous permettez, quelle est la différence entre anxiété et dépression? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'aujourd'hui, vous savez, on le sait, hein, c'est de notoriété publique que le sport peut remplacer un antidépresseur, mais à condition qu'il soit régulier. Le sport aujourd'hui, vous savez, si vous souffrez d'un traumatisme, vous avez fait un accident, jouer de la boxe peut désensibiliser le traumatisme parce que vous anticipez le coup et vous réagissez, vous réapprenez à votre cerveau à faire confiance. Et on sait que la marche... Et le coup de l'adversaire aussi. On sait que le coup à l'adversaire. Et on sait que, par exemple, la marche, aujourd'hui, vous permet également désensibiliser l'anxiété. C'est comme ça qu'est née la technique de l'EMDR. Vous savez, c'est quoi l'EMDR? C'est le mouvement des yeux qui permet d'effacer également l'anxiété, la dépression. Et ça, c'est une personne qui l'a découvert. Elle sentait que, quand elle marchait, elle avait moins peur ou elle était moins dépressive. Et c'est comme ça qu'elle a remarqué qu'en fait, que quand l'œil est en mouvement, eh bien, le cerveau émotionnel et l'amygdale, qui est la cellule nerveuse de notre cerveau, s'abaissait. Donc le sport est aujourd'hui une des meilleures techniques pour pouvoir... Bien sûr, il n'y a pas que le sport, mais le sport peut remplacer un antidépresseur et c'est très recommandé. Merci beaucoup. La deuxième question... En fait, il y a une deuxième question, très rapidement, oui. parce que... Une différence entre l'anxiété et la dépression. La dépression et l'anxiété ne sont pas du tout liées, même si elles peuvent avoir des chemins qui se croisent par moments. Il faut savoir que la dépression a ses symptômes et l'anxiété a ses symptômes. L'anxiété, c'est la peur. La dépression, c'est la perte de l'estime de soi. On peut être anxieux, mais aimer aller au glacier, aimer aller au manège, ou bien être amoureux. Mais quand on est en dépression, on ne veut plus sortir. C'est-à-dire que c'est deux choses extrêmement différentes, même si ce sont les mêmes antidépresseurs qui traitent les deux grandes maladies, mais ça reste quand même différent. Merci beaucoup. Ce que vous dites est tellement pertinent et intéressant. On a envie de continuer, mais bon, on a encore du contenu à présenter aux téléspectateurs. Très rapidement, il y a une vidéo pour vous. Je t'adresse ces paroles. Je te dis combien je suis fier de toi, mon fils. Et je suis fier de toutes les actions que tu fais pour t'aider les démunis, pour aider la région d'Agreville. Tu as vu ton grand-père qui est parti à la Libye depuis 1937. Je t'encourage toujours, je serai toujours à côté, mon fils, pour toujours ces actions humanitaires que tu fais et pour les actions que tu puisses faire pour l'éducation des jeunes d'Agreville. Hussein, tous les mots ne suffiraient pas pour te dire à quel point je suis fière de toi, mon frère, mon sang. Beaucoup de personnes te connaissent aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec toi. Et tout ce que je peux dire, c'est que tu as un cœur en or, tu es quelqu'un de très généreux. Et aider ton prochain, aider le plus faible a toujours été une motivation pour toi. Tout le bien qu'on sème, Hussein, on le récolte. Je t'embrasse très fort. C'est émouvant. Oui. C'est vraiment émouvant. J'ai failli en écraser une. Enfin, des larmes. Mais bon. Votre famille en tant j'ai pardonné, j'ai pu pardonner à mon père, à ma mère. Et j'ai compris que c'est ma vie. Il faut accepter votre chemin de vie. Et que finalement, paradoxalement, c'est quand je repense à cette année 2019 que je tire mes plus belles expériences. Et à partir de là, chaque personne que je rencontre, je la vois différemment. Chaque personne, chaque action que je pose, je vois différemment. Et aussi, c'est en aidant les autres, comme le disait Jésus, en aidant une personne à se relever qu'on aide également l'humanité. Quoi de plus beau? Merci beaucoup. On salue tous vos frères d'Agreville.
Parce que je sais que vous êtes d'Agogie. Oui. Merci. On ira tout de suite au-delà de l'info avec Richard Nguessan, que je vous demande d'applaudir. Il nous a rejoint sur le plateau. On parle de quoi aujourd'hui, Richard? Aujourd'hui, on parle de vente de terrain, conflits liés aux ventes de terrain. Et c'est des sujets qui, par moments, apportent de la dépression et de l'anxiété. On a vu il y a cela quelques semaines, l'actualité a été cristallisée par l'affaire Akissi Delta. Et suite à cette affaire, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux qui ont partagé leur désarroi. Mais parlant de vente de terrain, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Regardez, c'est dans ce reportage. Madame Yao est folle de joie et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155 étoile 3 étoile 1 dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. Si tu veux t'acheter un terrain, tu es dans l'obligation de contacter agent agréé par l'État, aménageur agréé ou promoteur agréé. Et quel est le risque qu'on court lorsqu'on ne s'adresse pas à ces personnes? Le risque, c'est très simple, c'est de se faire gurger. Sur 100% d'achat, il y a un risque élevé de près de 60 à 70% de se faire gurger. Le secteur de la construction immobilière connaît une embellie. Cependant, les conflits liés à la vente de terrain se multiplient et s'enchaînent. Aujourd'hui, la plupart des conflits qui sont devant les tribunaux sont des conflits liés au terrain. N'achetez pas les terrains qui ne font pas l'objet d'une approbation. Et lorsque même le terrain dispose d'un ACD, aujourd'hui, on peut contester l'ACD devant un conseil d'État. Vous devez aussi vérifier pour voir si cet ACD n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le conseil d'État. Si vous avez tout vérifié, alors vous pouvez vous lancer pour l'achat de ce terrain. Invité du plateau de l'émission RT1 reçoit, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Koné Bruno, a invité la population à la vigilance. La difficulté aujourd'hui réside surtout dans le fait qu'il y a malheureusement beaucoup de litiges. Litiges qui viennent des problèmes de délimitation des terroirs, viennent des problèmes de chefferie, viennent des problèmes de multiples ventes de la même parcelle, mais c'est souvent des personnes de la même famille. En réalité, ceux qui procèdent normalement ne connaissent pas de litiges. Nous n'arrêtons pas de dire à tout le monde n'achetez pas sur la base d'un simple terrain qu'on vous a montré. La digitalisation du système intégré de gestion du foncier urbain est l'un des acquis de son ministère. Nous mettons en place cette plateforme pour permettre à la personne, avant de conclure une quelconque transaction, de vérifier ces informations en ligne sur notre plateforme, de s'assurer d'abord que le terrain qu'il paye n'est pas dans une zone litigieuse, que c'est dans un lotissement approuvé, que la personne qui prétend être le propriétaire est bel et bien le propriétaire, etc. etc. Donc vraiment de s'assurer que les informations sont à sa disposition. Pour l'acquisition d'un terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les dispositions à prendre? Pour éviter ces problèmes-là, il faut impérativement toucher ceux qui sont agréés. Il y a deux niveaux d'acquisition. Soit vous achetez un terrain qui est approuvé, bien entendu, par le ministère de la Construction, ça s'appelle arrêté d'approbation, mais qui ne fait pas objet d'ACD, qu'on peut vendre ou acheter avec attestation villageoise. Ou alors, les terrains qui font objet d'ACD. En ce moment-là, les terrains qui font objet d'ACD, on fait l'acquisition impérativement chez un notaire. Très rapidement, saluons le collège Sainte-Foy d'Abobo BC. Je ne vous ai même pas laissé le temps de débriefer. Nous saluons également l'association des artisans professionnels de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire. Présidente, Madame Jassa Virginie, vice-présidente, Madame Boga Bernadette. Il y a une activité. L'association prévoit une sortie détente à Jacquesville pour le 29 mai 2023 à partir de 9h. Laurent Monti, une notion d'actualité. On parle de cohésion sociale. Cohésion sociale, oui. C'est parti. Et c'est parti. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Eh
Bien, Caroline, il m'a semblé important. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2023. Et c'est la journée internationale de la cohésion sociale, donc il m'a paru important de dire un petit mot là-dessus. C'est simplement la cohésion sociale, c'est la capacité des individus, de groupes d'individus à travailler et à vivre ensemble de façon harmonieuse malgré leurs différences. Et nous savons qu'en Afrique, nous sommes en année électorale, et souvent, très souvent, élection rime avec violence. Il est important de rappeler qu'élection ne doit pas rimer avec violence. La cohésion sociale, c'est l'unité, la solidarité, le partage, les relations de bon voisinage, les différents programmes que le gouvernement met en place, le PSGouv, le PJGouv, le sport, le dialogue interculturel, tout ceci en fait est mis en place pour que nous puissions vivre tous ensemble en harmonie, malgré nos différences de statut social, des différences ethniques, de genre, de religion, etc., d'origine. Donc on doit pouvoir tous en fait contribuer à faire en sorte que nous puissions vivre ici en Côte d'Ivoire, et c'est un message aussi qui est adressé à toute l'Afrique de façon harmonieuse. Ça passe par les relations de bon voisinage, ça passe par la famille, ça passe par les associations qui aident au quotidien. Tous ces petits gestes-là, en fait, font en sorte qu'en Côte d'Ivoire, on aime vivre, on se sente bien ici. Et puis, on a l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Vous avez leur numéro de téléphone. C'est l'occasion de rappeler qu'on va organiser en 2023 la Canne de la solidarité et de l'hospitalité. Donc, voilà, la Côte d'Ivoire a toujours été un chantre de la paix. Il est important de reprendre cette place-là et de repositionner la Côte d'Ivoire comme un pays qui porte le message de paix à travers le monde. Voilà, toutes ces infos sont pour vous. Très rapidement, Hissène. Alors, on va aller sur les signes annonciateurs, on va dire, de la dépression ou de la santé mentale. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Très rapidement, parce qu'on a terminé. Oui, alors, dès que l'on commence à sentir en soi des émotions qui débordent, ça veut dire qu'on sent qu'on est envahi par la peur, par la perte de l'estime de soi. Il faut directement aller se prendre en charge et voir un psychologue. Et ensuite, le psychologue vous fera une évaluation. Et si votre cas nécessite de voir un psychiatre qui est le docteur de l'esprit, eh bien, vous irez le voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez rajouté à tout ça, il faut également pratiquer le sport, il faut avoir aussi un mode de vie une activité. Un mode de vie sain, manger sainement. Merci également. beaucoup, l'émission est terminée. On a été très heureux.